Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue dans cet épisode 254 d'iWeek, la semaine Apple, mardi 11 novembre 2025. C'est jour férié, mais pas pour les braves. Pas pour les braves que nous sommes. Elie Bitbol, Fabrice Neumann, salut les garçons. Hello. Salut à toutes et tous. Bah oui, content d'être là, comme d'habitude. Bah ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. En même temps, parce que Fabrice, on a été ensemble il n'y a pas si longtemps. Elie aussi, mais c'est vrai que tous les deux, ça fait très longtemps, donc je me réjouis qu'on refasse un épisode ensemble, les amis. Absolument. C'est vrai. On est ensemble pour aller une grosse heure pour passer en vue l'actu de l'écosystème Apple. Dans quelques instants, on va fêter un anniversaire, les 5 ans des processeurs Apple, Apple Silicon, souvenez-vous le M1, cette claque qu'on s'était prise en novembre 2021. Ben voilà, on est au M5, on est en 2025. Et je me trompe d'un an ou pas? Oui, je me trompe d'un an. C'était 2020. Forcément. C'était 2020. Ah oui, 5 ans. 2020. Voilà, bah oui, bien sûr, bien sûr. Absolument. Donc, novembre 2020, novembre 2025. Voilà, on va revenir sur ces 5 années et sur les différentes vagues d'évolution de ces processeurs Apple. On va peut-être aussi envisager l'avenir. Ce sera tout à l'heure. Et puis, on reviendra aussi sur l'enjeu du satellite pour nos iPhones et nos Apple Watch, avec Starlink qui commence à arriver sur les Apple Watch, notamment dans 2 premiers pays via les opérateurs. On vous expliquera tout à l'heure tout ce qui se passe avant le JT de la semaine où on a quand même pas mal de rumeurs. On a les yeux rivés sur les news parce que on n'est pas à l'abri d'un HomePod Mini 2 qui arrive pendant qu'on enregistre et on a pas mal de rumeurs sur les AirPods Pro 4. Ou sur le Dynamic Island qui devrait subsister pendant au moins 2 ans. On en reparlera tout à l'heure. Une rumeur sur un nouvel Apple TV. On n'en parle plus tant que je ne l'ai pas déballé. Écoute, on n'est pas à l'abri, ça peut aussi tomber n'importe quand. C'est peut-être moins imminent que les HomePod Mini 2, mais c'est Bon, pas aujourd'hui, c'est quand même le jour des vétérans, donc c'est serait étonnant qu'il y ait... C'est vrai. C'est vrai. Ça s'annonce aujourd'hui. C'est vrai. Au moment où on enregistre, donc le 11 novembre. Voilà. Allez, on démarre par notre retour sur traditionnel et on va revenir sur l'iPhone Air que tu as testé, Fabrice, tout récemment pour comment ça marche et pour iWeek. Et il semble se confirmer que les ventes sont vraiment pas bonnes au point. Alors, 2 options, soit qu'il n'y ait jamais d'iPhone Air 2, soit peut-être de manière plus probable que l'iPhone Air 2 sorte plus tard que prévu et donc qu'il soit retardé, non pas à l'automne 2026, mais au printemps 2027. Bah oui, alors moi je l'ai toujours pour une semaine ou 2, je sais pas exactement. Je l'utilise toujours avec beaucoup de plaisir. Il y a un truc qui rate jamais aussi, je trouve, c'est arrivé il y a encore pas très longtemps. J'ai eu la joie, le bonheur et l'avantage de passer un peu de temps avec Fred de Steph, qu'on connaît bien ici. Et puis alors lui, il a toujours dans sa poche, je pense qu'il m'en voudra pas de révéler ce secret militaire, et dans sa poche, il a toujours un iPhone 12 mini. Il a du mal à changer, voilà, parce que justement, les iPhones, c'est un peu lourd, c'est un peu gros, ceci, cela. Et alors je lui ai fait un sale coup, je lui ai mis l'iPhone Air dans les mains. Et donc, ce qui rate jamais, c'est le waouh. C'est l'impression que ça fait dans la main. C'est quand même étonnant. Et même pour quelqu'un qui a un iPhone mini dans la main, comme c'est très grand, t'as vraiment l'impression qu'il est léger, même si tu as les 135 grammes habituels dans la main avec un iPhone mini. Ouais. Donc, ça l'intéresse. Mais visiblement, ça intéresse quand même suffisamment peu de monde. Et pour reprendre la phrase que tu avais prononcée avec Gilles dans le dernier épisode, on va pas refaire le test de l'iPhone Air, mais l'histoire est donc toujours la même, c'est-à-dire que c'est un super téléphone, mais pas à 1 200 €. Voilà. Bah ouais. Et
et on le trouve. Et donc il y a des en plus on s'approche du Black Friday, donc il y a peut-être encore un peu de stock. Si cet iPhone vous intéresse, on le trouve entre 800 et 850 euros, qui à mon avis aurait été bien mieux en prix de base. Je peux toujours rêver, hein, on parle d'Apple ici, mais l'histoire aurait totalement changé s'il avait été lancé à moins de 1000 euros, je pense. Et si en plus ça avait été genre 899, à mon avis ça aurait été beaucoup mieux accepté. Là, visiblement, ça se vend pas. On a eu quelques articles disant que ça se vendait bien en Chine. Il a été lancé un peu plus tard en Chine pour des histoires de eSIM, mais que dès qu'il a été lancé, il s'est très bien vendu. Mais on a eu des histoires comme ça pendant une semaine ou deux, puis après pas grand-chose. Donc même là-bas, je pense que les ventes sont assez plates. Élie, quelle est ton hypothèse privilégiée à ton avis? Enfin, quelle est ton hypothèse privilégiée? Est-ce que c'est l'abandon ou le décalage dans le temps pour que l'iPhone Air 1 ait une durée de vie non pas d'1 an mais d'1 an et demi? Je crois que en fait, ce qui va se passer, c'est plutôt un décalage parce que Apple va quand même essayer de trouver un marché pour ce téléphone, quitte à faire des ajustements. Le téléphone, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Fabrice. J'ai pu l'utiliser, moi, un tout petit peu. En plus, mon fils en a un et il s'en sert tous les jours. Il a une utilisation intensive et il est ravi. Il le changerait pour rien d'autre. Hein. Donc, c'est la taille, le poids et l'écran. Et c'est un téléphone fabuleux pour un usage très particulier. Pas pour les grands photographes, pas pour des gens qui font des trucs très très compliqués sur l'iPhone, mais sinon c'est un téléphone génial. Il faut juste effectivement qu'Apple accepte de baisser un peu le prix ou que le marché s'en charge pour eux. Mais l'arrêter complètement, ça serait poursuivre la série des produits qui trouvent pas leur marché, Plus, le mini, c'est un peu dommage. Et donc sortir un R2 comme on a vu dans certaines rumeurs qu'il y aurait 2 caméras au lieu d'une, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça apporterait? Parce que les gens qui ont choisi le R, c'est pas pour les caméras. Donc c'est pas ça le facteur. Hein. Tu confirmes, Fabrice? Oui, mais je suis d'accord parce que quand Ellie dit que c'est pour une utilisation spécifique, en fait, moi je pense que c'est l'utilisation spécifique des vrais gens, c'est-à-dire d'avoir un iPhone. On a tendance, nous, je pense que c'est c'est parce qu'on est un peu techno, et puis nos auditeurs aussi, donc on recherche un peu la puissance et les super capteurs photo, etc. Mais en vrai, on voit aussi des gens qui ont des iPhones qui ont 4-5 ans, la preuve encore pour Fred, pardon Fred. Mais en fait, en vrai, on a un iPhone qui est agréable en main, qui fait des photos, elles sont très bien les photos, il n'y a pas de zoom, mais le capteur il est super, qui est léger pour sa taille, qui a un écran formidable, qui est super puissant, enfin tout va bien, c'est juste génial, c'est ça dont à mon avis la majorité des gens ont envie. Comme iPhone, je parle pas du prix. Et donc, et en termes de batterie, pour revenir sur ça, Bill dans le chat dit clairement trop de compromis. Il n'y a pas tellement de compromis, je trouve. En fait, en vrai, il y en a pas tant que ça. On s'est fait toute une histoire, par exemple, de la batterie. Moi, j'ai passé toute la journée en dehors de chez moi hier. Je suis rentré, donc je suis parti à 7 heures du matin. Je suis rentré à 19 heures. Je suis arrivé à 7% de batterie. J'ai fait l'écran allumé 4-5 heures et j'ai passé 2-3 heures en partage de connexion, etc. Donc oui, je suis arrivé au bout à 12 heures plus tard, mais j'ai pas eu d'angoisse, quoi. J'avais une batterie externe au cas où, dont je me suis même pas servi. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de compromis de batterie pour ce qui est justement de la taille. L'écran est super et il y a un seul objectif, oui d'accord, alors, c'est pas l'iPhone des photographes, mais dès qu'on met un qualificatif, je trouve, c'est l'iPhone des photographes, du coup, c'est pas c'est pas cet iPhone qui s'adresse aux photographes. Et puis n'oublions pas que c'est un iPhone qui a un processeur pro, et ça c'était la bonne surprise lors du lancement,
et que du coup, on peut utiliser Apple Intelligence tel qu'il est aujourd'hui, mais surtout tel qu'il va être demain, puisque vous savez que cet accord avec Google est en passe de se signer et que donc on aura ce printemps promis un Siri amélioré, que ce soit maison Apple ou que ce soit maison Google, mais on aura ce Siri qui nous manque d'ici ce printemps. Ouais. Mike, dans le chat, nous parle de l'iPhone Air avec un trémolo dans le clavier, en disant que c'était l'iPhone de ses rêves, mais qu'il ne l'a pas acheté, lui préférant un Pro Max. Alors, est-ce que l'ajout d'un deuxième objectif photo pourrait augmenter l'intérêt pour l'iPhone Air? Si je vous comprends bien, pourquoi pas, mais il faut d'abord baisser le prix. Bah oui, moi je pense que c'est ça le truc, parce qu'en plus, alors ce que dit Mike il le compare à un Pro Max, ce qui est incomparable. Pardon Mike, c'est pas pour me moquer de ton achat, je le dis depuis tout le temps. Un Pro Max, c'est une brique, donc c'est pas comparable. Et puis en termes d'appareil photo, s'il y avait eu un deuxième objectif photo sur un R, ça aurait, je suppose, plutôt été l'ultra grand angle comme il y a sur l'iPhone 17 ou l'iPhone tout court depuis longtemps, et pas un téléobjectif, parce que là du coup il y a vraiment pas la place. Donc on peut, alors là pour le coup, même si c'est un processeur A19 Pro qu'il y a dans l'iPhone Air, c'est pas avec l'iPhone Pro qu'on peut le comparer, parce que je pense qu'ils ont choisi l'A19 Pro parce qu'il est un peu plus efficace en termes de consommation énergétique, mais c'est là pour le coup l'iPhone Pro ou Pro Max, c'est l'iPhone des photographes justement. Donc ça me paraît difficilement comparable. Alors, partons du principe que l'iPhone R2 sera décalé de septembre à février-mars, de septembre 2026 à février-mars 2027. Est-ce que vous voyez Apple, entre guillemets, se contenter en septembre de l'année prochaine juste du 18 Pro Max et de l'iPhone pliant? Bah, tu dis se contenter, vu la révolution entre guillemets pour Apple en tout cas de l'arrivée d'un pliant, s'ils arrivent à le faire, qui serait en plus potentiellement basé sur la technologie qu'il y a là-dedans, parce que on se doute bien qu'un iPhone fin c'est aussi une première étape pour faire un iPhone pliant. Mais bien sûr qu'ils pourraient s'en contenter, et à ce moment-là ils pourraient aussi mettre l'iPhone Air en même temps que le 17 et puis ensuite le 18e qui est décalé déjà. Oui, mais alors du coup, que devient l'iPhone 18 qui lui aussi devait être décalé au printemps 2027? Est-ce que Apple ne referait pas passer le 18 en septembre 2026, Ellie? Il y a quand même Apple est comparé d'une année sur l'autre. Donc si en septembre prochain ils ne sortent que le Pro, le Pro Max et l'iPhone pliant, qui certes sera un événement, mais qui va quand même pas se vendre, ils en vendront pas 50 millions. Donc, est-ce qu'Apple a pas besoin de garder un lancement à 4 iPhones en septembre, coûte que coûte? La preuve que non, puisqu'ils en vendent pas des iPhone Air, donc on peut pas dire qu'il y a 4 iPhones. Ils doivent bien en vendre quelques-uns quand même. Non, mais mais a priori c'est entre 0 et 5% de tous les iPhones vendus, ça dépend des estimations. Je crois que c'est plus proche de 3 si mes souvenirs sont exacts. Alors que depuis le lancement, là, les pros, on les trouve nulle part. Donc, et Eli l'a toujours dit, quand les nouveaux iPhones sont lancés, c'est les Pro, voire même les Pro Max qui partent en premier et les gens se les arrachent. Bon, alors donc ils vont... C'est d'ailleurs toujours le cas. Voilà. En ce moment même, ce qui se vend dans les magasins, d'après les échos que j'ai, c'est encore les Pro Max et les Pro. C'est ça qui se vend. Bah oui, il n'y a que ça, donc... Non, il n'y a pas que ça, justement. Non, justement, au contraire, il y a des iPhone Air, mais qui sont en stock. Mais ce qui me frappe aussi là-dedans, c'est que c'est marrant, et moi le premier, je bats ma culpe, on se plaint toujours de ce que fait Apple dans un sens ou dans l'autre. Pendant plusieurs années, on a dit les nouveaux iPhones, c'est les mêmes que ceux de l'année dernière, ils changent pas beaucoup. Et ils arrivent là avec là pour le coup un design vraiment différent. On dit oh là là, c'est nul, c'est plein de compromis.
faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'ils tentent des trucs ou pas? Donc là, ils ont tenté quelque chose. Alors visiblement, ça trouve pas son marché. Moi, je pense quand même essentiellement pour une raison de prix, mais ils tentent quelque chose quelque chose qui fait quand même envie à certaines personnes. Ouais. Et puis, et c'est comme le mini ou le. Alors, je suis moins convaincu pour le plus, mais là, pour le coup, peut-être qu'ils donnent pas beaucoup de temps à un marché de se créer. Donc, s'ils arrêtent ou s'ils reculent déjà l'iPhone Air, je trouverais ça dommage parce qu'ils donnent pas le temps à un marché de se créer, ou peut-être qu'ils ont besoin de temps pour trouver un moyen de produire un peu moins cher et puis le relancer. Ouais, c'est vrai. Moi, je me dis un truc, c'est que je pense que la majorité des acheteurs sont d'abord utilisés par les caractéristiques, la performance et ce que l'iPhone permet de faire, plus que par le design uniquement. Pour moi, c'est ce que prouve le succès des modèles pro, en fait. Il y a plein de non-pros qui les achètent. Ah bah évidemment. Oui. Bah oui. Évidemment. Donc le choix se fait finalement passe moins sur le design que sur les fonctions. Donc, si je comprends bien, si jamais tout ça se confirme, on aurait donc en septembre 2026 un lancement à 3 iPhones, donc le 18 Pro, le 18 Pro Max et l'iPhone pliant. Et en début 2027, on aurait donc l'iPhone 18, l'iPhone 18e et l'iPhone R2. C'est ça? R2. Ben oui. Ouais, non, moi je vois plutôt le 18 en même temps que le 18 Pro. Là, pour le coup, ça changerait pas pour moi. Non, parce que depuis oui, plusieurs mois, c'est ce qu'on dit. On parle d'un lancement du 18 au printemps et plus en septembre. Souviens-toi. Oui, moi ça j'y crois pas. Oui, on parle de ça, mais moi ça j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. Tu verrais toujours le 18 lancé en septembre 2026. Le 18 tout court. Oui, moi, je suis d'accord avec Fabrice. En plus, il y aurait un avantage. C'est ça que j'essayais de vous faire dire, en fait. Voilà. Écoute, il y aurait un avantage à le faire comme ça. D'abord, c'est que ça continue dans la tradition d'Apple. Et ensuite, que ça permettrait de baisser justement le prix des iPhones actuels, puisqu'il serait remplacé par les nouveaux, y compris le R, même si lui n'est pas remplacé, mais qui suivrait la baisse de prix. Et ça permettrait de tester le marché. Je salue Zuber dans le chat qui dit « Les iPhones sont moches, mais c'est les fonctions qui font les différences. » Comme ça, moche, mais ils sont merveilleux, ces iPhones. Les goûts et les couleurs, exactement. Moi, je suis toujours très content que, justement, pour les iPhone Pro, ils aient enfin sorti la couleur brique. Ça correspond très bien à ce qu'ils C'est ça. Bon, merci en tout cas pour ce bon gros premier morceau sur les doutes autour de l'iPhone R2. L'événement de la semaine, cette semaine, eh bien, c'est un anniversaire. C'est le 5e anniversaire des puces Apple Silicon. Le M1 était arrivé en novembre 2020, on en est au M5 en ce mois de novembre 2025. Et c'est vrai que moi, quand je repense au Mac Intel, j'en ai encore, mais ça me semble tellement loin, j'ai l'impression de parler d'une autre époque. Apple a vraiment réussi son coup, et pourtant c'était pas gagné. Alors, je sais pas si on s'attendait à ce que ce soit gagné autant, en fait. Oui. Je crois qu'on avait des confiance dans le fait qu'Apple réussirait un changement de processeur, une transition, parce qu'ils l'ont déjà fait, justement, en passant du PowerPC à Intel. Ça s'était quand même super bien passé à l'époque. On sait que faire une transition de processeur, c'est quand même éminemment compliqué. Donc je trouve que ça, on était assez persuadé que d'un point de vue logiciel, ça se passerait bien. En revanche, je pense que la claque qu'on a pris tous, c'est que la puissance, les performances ont été complètement folles. Je répète souvent cette phrase, mais Craig Federighi, dans une des interviews, ou plusieurs sûrement, il a même dit, en fait, on s'attendait pas à aller aussi loin. Le M1, c'était une sorte de claque monumentale, avec aussi un autre truc, je trouve, très caractéristique de ces machines, c'est que les premières machines qui ont été présentées donc le 10 novembre 2020, c'est pour ça qu'on fête les 5 ans quasiment, voilà, jour pour jour comme on dit.
au moment où on enregistre, c'était donc le Mac Mini, un premier Mac Pro, et surtout, je trouve, le MacBook Air. Et on se retrouvait avec une machine hyper puissante, pas de ventilateur, qui était une des tannées des Intel à l'époque, et une autonomie de 16, 17, 18 heures annoncée, ce qui veut dire on peut partir en week-end sans son chargeur quand on va utiliser quelques heures son appareil, quoi. C'est une grosse claque, voilà. Je cite quand même ce message de Joubert dans le chat, touchant évidemment et amusant aussi, si tu me permets, Joubert. Il écrit: je suis passé d'un Mac Intel 2010 au Mac M1 2022. Oui, on voit la différence même pour un malvoyant. Bravo Joubert. Mais c'est vrai que la puissance du M1 était incroyable et reste d'ailleurs une référence même aujourd'hui. Moi, j'ai encore des clients qui utilisent, il est vrai en version pro, mais des M1 et qui sont satisfaits des performances, qui n'ont pas updaté parce qu'ils trouvent que c'est suffisant pour leur boulot. Ouais. Alors, je suis aussi moi sur la génération M1. Alors, j'avais visé haut, j'avais pris un M1 Max à l'époque pour justement pouvoir le garder un certain nombre d'années. Il est encore tout à fait utilisable, mais c'est vrai que à force d'entendre dire que chaque génération gagne 20-30%, au bout de 5 ans, ça commence à me chatouiller un peu, c'est vrai, j'avoue. Oui. Mais ceci dit, pour faire quoi ? C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Oui, c'est plus rapide, mais pour faire quoi ? Mais ça c'est marrant, tu sais, parce que par exemple, le montage vidéo, ça fait 20 ans, 30 ans que j'en fais. Oui, c'est la tarte à la crème, ça. Et j'ai toujours supporté le temps que ça prenait. Sauf que on est de moins en moins patient. Plus ça va vite, moins on supporte que ça aille un peu lentement parfois. Or, une machine, elle finit toujours d'une manière ou d'une autre par ralentir. Je sais pas si vous avez remarqué ça, vous aussi. Elle est toujours plus rapide le jour où on la sort de la boîte que 5 ans plus tard. Même si on remet tout à zéro, etc. Voilà. Ouais, alors c'est marrant parce que ou c'est peut-être l'impression qu'on a. Oui, voilà, c'est peut-être psychologique. On s'habitue, si tu veux. Quand on a sa nouvelle machine, en plus quand on est passé d'un Intel, même de toute dernière génération à un M1, on a vu justement, notamment les temps d'export vidéo divisés par 2, 3, 4, 12, ça dépend des trucs. Et puis après, la vidéo qu'on mettait, les chiffres sont pas forcément bons, mais une demi-heure à sortir, qui sort en 10 minutes, oh génial. Puis après, au bout de 2 ans, oh dis donc, ça prend 10 minutes, c'est long. Tu vois, mais ça prend toujours que 10 minutes, je pense, véritablement. Donc, je suis pas très sûr. Alors, on disait beaucoup ça des machines Windows qui s'encrassaient beaucoup, les Mac quand même moins. Je pense que macOS est encore, d'autant plus aujourd'hui, plutôt pas mal sur le sujet. Je pense que c'est quand même ça, tu vois. C'est surtout cette impression-là. Moi, je crois vraiment. Bon, il y a la puissance, c'est une chose, et puis il y a aussi l'indépendance, le fait de pouvoir construire sa propre roadmap sans être pieds et poings liés à Intel comme c'était le cas à l'époque. Elie, en quoi est-ce que le fait d'avoir décidé de faire ses propres processeurs, ça a permis d'élargir l'horizon d'Apple, selon toi ? Parce que c'était la seule solution, c'est-à-dire qu'Apple, pendant quelques années avant le switch, ils étaient totalement frustrés par les reports d'Intel, par les promesses d'Intel qui n'étaient pas tenues, et ça freinait leur innovation. Donc à un moment donné, ils se sont dit stratégiquement, soit on fait nos processeurs, soit on est prisonnier à jamais d'Intel et de ce qu'ils voudront bien faire. En sachant qu'Apple, à l'époque, était un très gros client d'Intel, mais c'était pas le plus gros client. Tandis que par rapport aux processeurs maison Apple est le plus gros client, et de loin, voire même, dans certains lancements, le seul client de TSMC, donc lors d'un lancement de produit. Donc, ils peuvent dicter leur planning, ils peuvent dicter leurs caractéristiques, ils peuvent... Bon, c'est eux qui font la conception en grande partie, mais derrière, ils travaillent avec des fondeurs qui sont dépendants d'Apple pratiquement à plus de 90%, quoi, aujourd'hui. Fabrice, est-ce qu'Apple arrive encore à te surprendre avec les dernières générations de processeurs M,
Ou est-ce que tu as le sentiment que depuis l'Ultra, en fait, le premier Ultra, finalement, ils sont sur une évolution un peu incrémentale, mais sans innovation particulière. On entend dire que les M5 Pro et Max pourraient amener une nouvelle architecture du processeur. Est-ce que tu en attends beaucoup? Alors déjà pour revenir un tout petit peu sur la puissance, tu disais que chaque génération faisait un petit pas, etc. Moi, qui a continué à m'étonner pour chaque génération, c'est que malgré le saut immense de puissance et d'efficacité du M1 par rapport aux Intel, ils ont continué à avoir bon an, mal an, entre plus 15 et plus 30% de puissance selon les tests considérés chaque année. Moi, je m'attendais pas à ça, en fait, qu'ils arrivent à progresser autant, même si on trouve que c'est graduel, mais autant chaque année, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu compares un M1 à un M5, aujourd'hui, en termes de CPU, GPU, c'est 6 fois plus rapide. En termes de traitement d'IA, c'est 6 fois plus rapide aussi. En termes de traitement 3D, c'est 7 fois plus rapide. C'est complètement dingue. Les Geekbench en simple cœur, c'était un M1, c'était 2000, un M5, c'est 4000. En multicœur, ça passe de 8000 à 17000. Voilà, donc c'est quand tu compares, et je trouve que c'est ce qu'on dit souvent. Quand on dit t'as un iPhone 16, est-ce que t'as besoin d'un iPhone ou 17? Besoin, non. Envie peut-être, mais ça change pas la vie. En revanche, tu passes d'un iPhone 11 à un iPhone 17, il se passe quelque chose quand même. Donc c'est quand même là, c'est vraiment ils sont parvenus à faire ça. Donc moi, ça continue. J'ai pas la bouche ouverte comme j'avais au moment du passage au M1, mais j'étais quand même, je suis toujours quand même étonné qu'ils arrivent à faire ça. Et pour la nouvelle architecture, on dit que peut-être une des innovations d'Apple Silicon, c'était de tout mettre ensemble, c'est-à-dire le processeur, la partie graphique et la mémoire, donc cette fameuse mémoire unifiée. Peut-être qu'ils arriveraient à faire à prendre la décision de séparer certains de ces composants et de garder donc CPU, GPU ensemble et de mettre la mémoire un peu à côté. Ça doit être plus facile à fabriquer, notamment quand tu as des puces dont le nombre de transistors augmente tellement que ça devient énorme. Elie? Moi, j'ai un regret, pour vous mettre un petit bémol dans tout ça. Alors moi, je suis très content de l'évolution des processeurs, mais il y avait une promesse avec le M1 d'Apple qui était de dire, et en plus, vous allez pouvoir utiliser sur vos Mac des programmes venant d'un iPhone ou d'un iPad, simplement les retéléchargeant de la bibliothèque. Cette promesse venait un tout petit peu compenser le fait que toutes les applications 32 bits qui existaient avant ne fonctionnaient plus sur la nouvelle architecture. Par exemple, le parallèle, où on virtualisait toutes les anciennes machines macOS jusqu'à la dernière, au moment où on est passé en M1, coupure totale, impossible d'émuler ces anciennes machines. Et on est passé avec un parallèle, ce qui aujourd'hui ne sert qu'à faire du Windows 11, grosso modo, et point, c'est tout. Et on pouvait compenser ça en disant, oui, mais bon, on va pouvoir récupérer des programmes. Et ça a marché très très bien au début. Et Apple s'est rendu compte que ça pouvait impacter, je pense, les ventes d'iPad. Pas d'iPhone, parce que c'est trop différent, mais d'iPad, parce qu'on pouvait utiliser les applications iPad, grosso modo, sur un Mac M1. Et donc, ils ont quasiment fermé. Au début, ils ont mis en disant il faut que le développeur soit d'accord au moment où il compile, en disant j'autorise mon appli, etc. Mais c'est maintenant, en fait, le nombre d'applications iPad qu'on arrive à faire tourner sur un M1 en émulation, on peut presque les compter sur 2 mains. Je veux dire, il y en a plus beaucoup quand on regarde dans l'App Store, alors qu'au départ, on avait essayé, on les faisait tourner quasiment toutes. C'était, alors pas toutes à 100% bien au niveau de l'interface, ça dépendait des développeurs, mais c'est un peu dommage qu'on ait perdu cette compatibilité, je pense pour des raisons commerciales, pas pour des raisons techniques.
Moi, j'avais cru que c'était toujours du choix des développeurs de cocher ou pas la disponibilité de leurs applications iPhone, iPad sur Mac. Ça a peut-être changé. C'est le cas. Bon, mais les gens le font plus. Alors les gens le font plus, mais en même temps parce que globalement, il y a une différence d'interface. J'imagine que c'est pas la seule raison. Et puis ça veut dire aussi que si ton application est en partie payante, si tu coches cette fonction, du coup ceux qui sont sur Mac peuvent aussi l'installer sans te payer quelque chose de différent en plus. Donc ça peut être aussi une motivation financière. Tant qu'à faire, tu développes quelque chose et ça marche sur une troisième plateforme, peut-être que c'est ça une sorte de motivation. Mais en termes d'interface, le Mac n'étant, alors on va peut-être enfin pouvoir dire pas encore tactile, puisque ça semble que il semble que ça puisse venir bientôt dans un MacBook M6. C'est vrai qu'il y a des moments quand ça demande un peu de travail en fait. Si tu coches, si je me souviens bien, t'es développeur, tu coches la case quand tu compiles, oui, je veux bien que ça marche sur le Mac. Eh ben, c'est pas forcément tout à fait anodin et parfaitement adapté au Mac avec la souris, le clavier, etc. Ouais. Donc alors, ça rejoint peut-être un message de Zuber dans le chat qui dit « Il m'arrive un truc bizarre, quand j'installe une app iOS, j'ai la version macOS qui s'installe, c'est étrange. » Bizarre. Qui s'installe aussi. En principe, Apple a dit que les applis portables étaient les applis iPad, pour des raisons simplement de rapport d'écran, même si... au tout début, on pouvait installer une appli iPhone ou iPad. En particulier, par exemple, c'était l'exemple qu'on utilisait au départ pour expliquer l'intérêt. C'est que des années après, aujourd'hui, pour utiliser Netflix sur un Mac, il faut passer par un navigateur. Ils n'ont jamais fait d'application Netflix pour macOS. Or, celle d'iPad ou d'iPhone fonctionnait parfaitement et apportait le confort et l'interface qu'on avait sur l'iPad et l'iPhone sur un Mac. Et maintenant c'est plus possible parce qu'ils ont décoché la case. Hein. Donc, ou alors ils ont oublié de la cocher. Mais ils n'ont pas voulu la faire pour Vision OS non plus. Donc, oui, c'est vrai. Mais tu as tout à fait raison. YouTube non plus d'ailleurs. Voilà, exactement. Bon, juste deux dernières infos sur les processeurs. D'abord, moi j'ai toujours en tête cette équivalence qui est que le M4, donc le de base, est plus puissant que le M1 Max de 2020-21. Ouais. Et le M1 Max coûtait beaucoup plus cher que le M4 d'aujourd'hui. C'est vrai. Et la deuxième info, et on en reparlera tout à l'heure dans le JT à propos du Mac Studio qui doit arriver l'année prochaine. Il y a bien une version ultra du M5 qui est dans les tuyaux. Ça n'a pas été le cas pour toutes les générations de processeurs M. Ce sera a priori le cas pour la famille M5, et donc ça c'est assez chouette de se dire qu'on aura droit à une version ultra de ces processeurs dans le courant de l'année prochaine. Un petit rappel et un remerciement aussi pour toutes celles qui nous soutiennent via patreon.com/iWeek. Merci à vous toutes et tous, et à vous qui nous regardez, qui ne faites pas encore partie de notre communauté sur Patreon. Je ne peux que vous inviter à y aller et à soutenir iWeek. Alors, on le dit tous les ans, mais c'est vrai, on approche du Black Friday, on en reparlera tout à l'heure dans le JT. C'est un moment de renouvellement des licences pour nous, donc si vous pouvez nous aider via Patreon, on vous en sera très très reconnaissant. Vous avez droit en tant que soutien au bonus hebdo, et cette semaine, justement, le bonus il est de retour après, je crois, 2 semaines de pause parce qu'on avait des émissions particulièrement longues. Et tout à l'heure, Fabrice, on va revenir sur un test de charge de smartphone sur le long terme qui montre que on n'a pas, on dit pas vraiment justement. On dit pas. Voilà, c'est un bonus. On dira bonus. C'est un bonus, voilà. D'accord. Alors, donc on va parler charge des smartphones absolument. Ce que je trouve intéressant, c'est que en plus on parle d'iPhone et d'Android et tout ça. Et c'est le test est vraiment intéressant à regarder en plus. Bon, ce sera dans le bonus juste après le générique de fin pour nos soutiens Patreon, et si vous voulez les rejoindre, ça se passe sur patreon.com/iWeek. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre soutien.
On passe à l'info de la semaine. Et cette info de la semaine, elle concerne les projets d'Apple en liaison avec ce qui nous passe au-dessus de la tête, les satellites. Alors, vous vous souvenez qu'Apple avait lancé le SOS d'urgence par satellite en 2022, en partenariat avec Globalstar. À l'époque, Elon Musk avait bien tenté de travailler avec Apple, mais pour une raison qu'on ne connaît pas, l'accord à $1,5 milliard par an n'avait pas été conclu avec Tim Cook. Apple a donc travaillé avec Globalstar. On se souvient qu'ils ont ajouté plusieurs fonctions qui passent par le satellite depuis, dont l'assistance routière en cas de panne, alors pas en France, mais aux États-Unis notamment et au Royaume-Uni. Et l'info de la semaine, c'est que depuis ces tout derniers jours, certains iPhones et certaines Apple Watch passent par des satellites Starlink, justement. Alors, via l'opérateur local, mais quand même, Fabrice, c'est un début de brèche dans, on va dire, l'accord un peu exclusif entre Apple et Globalstar. On dirait, alors, parce qu'en plus, il y avait eu des rumeurs de rachat de Globalstar par Apple, et ça s'est pas fait. Dans la série Apple qui veut tout contrôler, y compris avec ses processeurs. Mais il y a un moment, il y a aussi... Il y a toujours des rumeurs, mais oui, c'est Starlink qui rachèterait. Oui, mais parce que alors, Starlink en plus avance plus vite que les autres, globalement quand même, dans le déploiement des satellites et dans aussi pas seulement le déploiement de satellites, mais de protocoles de communication qui permettraient à terme et sûrement dans pas très longtemps de faire de la 5G satellite. Je trouve que ça et rien que cette phrase-là, cette promesse-là, elle est formidable parce que si ça marche véritablement, il y a plein de choses à tester quand même pour voir si ça a un effet justement sur la durée de vie des batteries, enfin l'autonomie, etc. Parce que on communique directement avec quelque chose qui est à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, comme tu disais. Je sais pas trop comment ça marche. Moi, j'avoue que ça m'épate de me penser que même qu'on puisse le faire avec une Apple Watch. Ça me retourne un peu le cerveau. Je ne comprends pas comment c'est possible, hein. Mais c'est formidable. Et on voit bien l'intérêt tout de suite, c'est que si ça permet d'éviter toutes les zones blanches où il y en a encore quand on voit la carte de, mais rien qu'en France, hein. J'en ai moi. Oui, mais voilà. En fait, c'est rigolo parce qu'on voit si je me souviens bien, les cartes de couverture de tous les opérateurs, c'est toujours marqué en pourcentage de la population française. D'accord. Pas du territoire. Donc on est à 96, 97, 98% selon les années, les opérateurs. On passe en 4G, 5G, ceci, cela. Mais donc toi, tu as un endroit que tu connais bien et qui est pas couvert. Et puis moi, j'ai des souvenirs qui sont peut-être un peu anciens, mais je suppose que c'est pareil d'avoir un peu traversé la France. Et t'as des moments, t'es un peu dans le Morvan, t'es un peu dans la Creuse. Même des fois tu suis l'autoroute pour aller entre chez moi Toulouse et puis Paris et tu passes par Limoges et puis entre Brive et Limoges il n'y a pas grand chose quoi. Et j'ai testé avec plusieurs opérateurs et pendant quelques dizaines de kilomètres tu captes pas grand chose voire rien. Et à ce moment-là si t'es en satellite, du coup, tu sais que tu captes tout le temps. Ah oui. Et ça, c'est une promesse de science-fiction où quand tu lis ou tu vois des films de science-fiction, il y a jamais de problème de réseau, quoi. Donc, on a tous envie de ça, quand même. Alors, il y a les zones habitées, celles que tu évoques. Il y a aussi des endroits où il y aura jamais d'antenne relais. Il y en aura jamais dans le désert. Il n'y en aura jamais. Oui, c'est vrai. Probablement au cœur des parcs nationaux, je pense pas que ce soit envisageable. Il n'y en aura jamais en mer. Voilà. Alors, il y a des petits bémols à ça, mais à terme, ça sera couvert. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Starlink ne couvre pas la planète entière. Ils ouvrent des pays au fur et à mesure parce que non seulement il faut que les satellites couvrent la zone, mais il faut que les gouvernements locaux soient d'accord. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas 100% de couverture planétaire, pour l'instant même loin de là, mais les principales zones sont couvertes. Mais tu vas certainement tomber sur un endroit dans le désert africain, etc., qui ne sera pas couverte, d'abord parce qu'il n'y a pas
de clients potentiels ou parce que... Il n'y a pas de marché. Enfin, à terme, à force de lancer des satellites et des satellites, ça sera couvert. L'autre chose qui a pu faire pencher la balance, c'est que Apple ne voulant pas travailler avec Elon Musk, à un moment donné, ça a commencé à se faire avec un accord avec T-Mobile aux États-Unis, donc sur certains téléphones qui n'étaient pas forcément des iPhones au départ. Et Apple a dû se dire bon, au départ on n'y croyait peut-être pas, mais là il est en train de le faire sans nous, donc ça peut inciter aussi à se raccrocher, surtout s'il commençait à avoir des problèmes avec Global Star, et surtout parce que la solution Starlink est meilleure, c'est-à-dire que non seulement on peut passer des messages ou une position en cas d'urgence, mais on peut passer des SMS facilement, mais on peut même passer la voix. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut téléphoner en passant par un satellite. Et je pense qu'Apple a bien fait de ne pas rater ce coche-là. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, Elie, mais est-ce que ce sera vrai, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que un fabricant de téléphone et Starlink court-circuite les opérateurs terrestres historiques. C'est-à-dire que en fait, ça ne passe plus du tout par Orange, SFR, qu'on fasse tout passer par le satellite. Je suis pas sûr, parce qu'il y a des questions de capacité. Dans l'état actuel, on passe par un opérateur, puisque en fait, c'est ce qui se passe avec T-Mobile aux États-Unis. Mais on entend que Starlink pourrait un jour ou l'autre offrir une option téléphonie. Déjà pour les clients qui sont des abonnés Starlink. Et que donc, on pourrait utiliser, si on est abonné Starlink, faire de la voix facilement. Mais on est d'accord, Elie, c'est seulement dans le cas où on n'a pas de réseau terrestre. Oui. Voilà, c'est l'option c'est le plan B en fait. Voilà. Oui, c'est le plan B qui permet dans tous les cas d'avoir de pouvoir communiquer. Mais rien ne passe dit pas que par ça, tu vois. Mais rien ne dit que demain un accord Apple Starlink ferait pas une sorte d'opérateur planétaire vendant un abonnement à 10, c'est ce que j'ai entendu dire, à $10 par mois qui permettrait d'avoir une couverture mondiale où que vous soyez. Alors, ça ferait grincer des dents et pas mal de gouvernements. Donc, je ne sais pas si c'est facile. Et puis des opérateurs, parce que c'est la fin du roaming et des prix monumentaux du roaming, etc. Mais je pense que c'est le but, parce que, et pour moi, on voit une sorte de première mini-étape de ça dans une option d'iOS 26, qui est qu'on peut maintenant changer en gros, son application de téléphone par défaut. Et que moi j'ai activé. C'est-à-dire que si j'appuie sur le numéro de téléphone de quelqu'un dans mon carnet de contact, si cette personne est sur un iPhone, ça va faire un appel FaceTime audio. Par défaut. Et ça ne reprend l'appel vocal traditionnel que si c'est soit l'iPhone n'est pas configuré en face pour recevoir du FaceTime, soit c'est un Android. Je fais ça parce que je trouve que la voix sur IP, il y a une meilleure qualité sonore qu'un appel téléphonique. Donc l'appel téléphonique traditionnel, il est voué à disparaître. Tout doit passer par l'IP. Souvent, même on fait un appel téléphonique traditionnel, quelque part, ça passe en IP quand même. Mais de faire de l'IP en direct, ça change tout, parce que au final, le numéro de téléphone devient une sorte d'identifiant, mais pas un numéro de téléphone. Et je pense que c'est plutôt ça dont on parle à terme, c'est que tout ça, ce sera de l'IP. Il y a d'autres choses qu'il faut aussi surmonter, d'autres problèmes à surmonter, qui est peut-être un peu de latence. Je connais pas bien la latence sur une connexion Starlink, même dans les meilleures conditions. Quand on est en fibre, on peut passer à 2 millisecondes. C'est forcément plus long, hein. C'est forcément plus long. Donc, en termes d'audio, voix sur IP, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais, je pense que c'est quand même vers là qu'on va, et le fait de pouvoir avoir un forfait mondial qui serait à 10 ou $15 par mois, ça changerait tout, effectivement. Ce serait très disruptif là pour le marché mobile aujourd'hui. Ouais. Mais d'ailleurs, des gens comme Free, en France, sont en train d'étudier le passage progressif à de la voix sur IP partout, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont augmenter leur couverture VoLTE, qu'ils vont rajouter la voix sur IP massivement partout dès qu'on peut, etc. Donc, eux se dirigent vers ça.
Ils disent, grosso modo, Xavier Niel dit la communication téléphonique habituelle est obsolète, enfin, ou sera bientôt obsolète, et on fait tout ce qu'il faut pour que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on passe à l'étape suivante. Ouais. Et Free est capable de faire un accord avec Starlink. Hein. Je les connais, ils sont suffisamment habiles pour faire ce genre de choses. J'avais évoqué 2022 et le lancement de la première fonction par Apple qui était le SOS d'urgence par satellite. En fait, je précise, la rumeur dit que Elon Musk, à l'époque, avait demandé 5 milliards de dollars pour 18 mois d'exclusivité. Et c'est cette proposition-là qui n'est pas allée au bout et qui a fait qu'Apple a fini par signer avec Globalstar. De plus en plus de gens en interne chez Apple disent commencer à regretter d'avoir choisi Globalstar, qui est pas très dynamique, qui est plutôt en phase descendante, puisqu'on parle de tous les côtés d'une vente au profit de Starlink. En ce qui concerne Elon Musk, petite précision, parce que c'est très récent, à la mi-septembre, que je retrouve, voilà, SpaceX, donc qui gère Starlink, a déposé un dossier aux États-Unis auprès de la FCC, donc le régulateur américain, pour un nouveau réseau qui s'appuierait sur 15 000 satellites pour fournir une connectivité en tout lieu à des appareils mobiles ordinaires. Donc c'était il y a un mois et demi, c'est très très récent. Alors dans le cas d'Apple, est-ce que vous êtes capable de me lister les 4 fonctions qui existent aujourd'hui sur iPhone et qui passent par le satellite? Alors elles sont pas toutes dispo en France, mais il y en a quand même 4. iMessage. Ouais, on peut envoyer des messages dans certains pays, effectivement. Partager sa position. Localiser, ouais, effectivement. Oui. Ça marche en France. Alors les deux autres, je les ai donnés. Messages qui étaient préécrits, mais que maintenant on peut choisir ce qu'on envoie. Au début, c'était comme ça, mais voilà. Pour les messages, effectivement, par satellite, ça marche aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Localisé par satellite, ça marche dans 18 pays, dont la France. Et les deux autres, c'est les deux historiques, donc le SOS d'urgence et le roadside assistance, comme on dit en anglais, donc l'assistance auto en cas de panne, et ça c'est uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Et il y a un message de Laurent, je ne sais pas si vous avez vu, en disant que Starlink arrive chez Air France bientôt. Ah oui, tout à fait. Oui, ça marche annoncé, dans pas mal de compagnies. Oui, donc ça a été annoncé il y a plusieurs mois et effectivement les premiers avions équipés commencent à voler. Je crois qu'il y a une généralisation prévue l'année prochaine, en 2026, donc on aura du haut débit sur Air France quasiment dans tous les avions. Mark Gurman est revenu sur tout ce dossier satellite dimanche dans sa newsletter Power On en citant 5 projets d'Apple. Alors pareil, est-ce que vous vous souvenez des 5 projets? Non. Bon, allez, je vous aide. Heureusement que t'es là. Le premier, ce serait Apple Plan par satellite. Ce qui permettrait de plus être dépendant d'une connexion 4G ou 5G pour pouvoir se repérer. Cool. C'est pas mal. Ouais. Cool. Le deuxième projet, c'est donc des messages par satellite dans lesquels on pourrait mettre des photos, ce qui est pas le cas, pour l'instant. Le troisième projet, c'est ce qu'on appelle l'usage naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut utiliser une fonction par satellite, il faut pointer le ciel avec son iPhone pour viser entre guillemets le satellite et le trouver. L'idée, ce serait de pouvoir utiliser ces services, qu'on soit dans la maison, que l'iPhone soit dans votre poche ou dans la boîte à gants de la voiture. Ça peut être compliqué. Hein. Oui, mais c'est une piste sur laquelle ils travaillent. La quatrième fonction, ce serait une API pour permettre aux développeurs d'intégrer la connexion au satellite à leurs propres applications. Ça, évidemment, ça pourrait être énorme. Attends, je t'interromps parce que je suis obligé de faire la voix d'Eli. Ouais, mais ça marchera pas en Europe, ça. Bah si, justement, je pense. Ce sera interdit. Et la cinquième fonction, c'est le support de cette fameuse 5G par satellite qui s'appelle la 5G NTN, Non-Terrestrial Networks. Et
Mark Gurman, qui cite The Information, dit que les premiers iPhones compatibles avec cette 5G NTN, ce seraient les iPhone 18, donc dès la rentrée de l'année prochaine. Absolument. Donc tout ça est en train de s'accélérer et de se préparer. Voilà. Et je pense que pour les opérateurs terrestres, ça doit être c'est chaud là. Ça doit être chaud. Hein. C'est chaud parce que en plus on voit bien que Apple, les plans d'Apple dans le domaine sont pas encore très clairs. Quand ils ont annoncé ça avec l'iPhone 14, ils avaient annoncé ce sera gratuit pendant 2 ans. Et donc ça fait 3 ans. Alors ils ont prolongé. Ils ont prolongé d'un an. Voilà. Mais et maintenant ils laissent entendre que il y a une partie qui pourrait devenir payante sur des services supplémentaires. Peut-être certains de ceux qu'on vient d'évoquer. C'est à ça que je fais référence, c'est qu'il y a un moment, il va quand même falloir payer tout ça pour ces services-là. Et est-ce que ce serait dans Apple One, dans iCloud Plus, il y a des trucs à côté d'ailleurs, mais forcément quoi. Donc je pense qu'ils se sont dit au début que les services proposés, et notamment les services d'urgence. Ils pouvaient pas même décemment dire on va faire un abonnement, puis si t'as pas renouvelé ton abonnement et que t'es perdu, t'es mort parce que t'as pas payé ton abonnement, c'est pas possible quoi. Donc ils pouvaient pas se permettre ça. Non. Mais donc les services d'urgence vont probablement rester gratuits, mais pour aller au-delà, il va falloir sûrement payer quelque chose. Et ce sera au moins pendant quelques années, en plus de ton abonnement terrestre, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à mon avis pas avant 5 ans, à avoir un abonnement satellite pour tout faire. Il y a aussi un service sur lequel travaille Apple. C'est dans le code, je crois, des bêtas d'iOS 26.2. C'est la météo, l'appli météo via satellite. Voilà. Ah oui, alors le capitaine, il est très fort et il annonce 5 services et il en a 6 en fait. Ouais, c'est des bonus. Et voilà. Vous savez vraiment tout avec nous. Bon, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez passionnant. Et là, enfin, je suis comme toi, Fabrice. Hein, moi, ça me fait un peu rêver, et j'avoue que ça me fait rêver en même temps. La constellation de Starlink, je la trouve tellement dense déjà que ça m'inquiète, parce qu'on sait que ces satellites, en fait, c'est quand même une pollution au-dessus de nos têtes, et donc c'est compliqué. Alors, je suis content que t'en parles parce que je voulais y venir, effectivement. Ouais. Et puis, il y a une vraie problématique de débris. Non seulement il y a plein de satellites, mais il y a des satellites en fin de vie qui meurent, qui sont aujourd'hui beaucoup programmés pour redescendre et brûler dans l'atmosphère. Des fois, ça marche pas, donc ils restent là-haut. Et puis, il y en a qui sont cassés en morceaux. Et puis, du coup, on a quand même des milliers, si ce n'est plus, de morceaux qui se baladent là-haut. Ça commence à devenir assez dense. Dans l'espace, il y a beaucoup de place, sauf que pas forcément beaucoup, justement, dans cette zone ou à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Je sais plus combien, d'ailleurs, pardon, je me rappelle plus des Starlink, c'est pas très haut, hein, c'est 350 km, je crois. Voilà. Mais donc du coup, il y a de la place dans l'espace, sauf qu'on occupe une bande autour de la Terre qui est finalement pas si grande que ça, et on met des dizaines de milliers de trucs là-dedans. Quand on regarde, hein, c'est des données publiques, hein, pour aller voir la totalité des objets, pas seulement des satellites, mais des objets qui flottent là-haut. C'est vrai que ça fait peur. Parce que le scénario, donc c'était quoi ce film là justement où il y a des débris qui touchent Gravity. Gravity. Voilà. Oui, c'est un film que j'ai trouvé vachement intéressant, etc. Mais ça peut se produire. Il y a déjà des collisions. Et une petite vis d'un demi-centimètre qui t'arrive dessus à 30 000 km à l'heure, ça fait un trou très très gros, quoi. Donc c'est vrai que là où je suis pas rassuré, c'est que j'ai le sentiment que on laisse tous les opérateurs satellites envoyer un peu ce qu'ils veulent. Et que je trouve que c'est un peu comme la sécurité en informatique, c'est-à-dire que on y va.
Et puis ensuite, il va se passer des trucs et on dit ah mais en fait, il faudrait peut-être qu'on se penche sur la question de savoir comment récupérer les satellites qui marchent plus. Et comme sur les nouvelles applis, on lance des nouveaux trucs. Pour pas aller trop loin, on peut parler d'intelligence artificielle. Mais c'est ça. Où, voilà, il se passe plein de trucs. C'est super. Et puis sauf que tu lances des navigateurs plein d'IA qui ensuite se font pirater juste à part de l'injection de prompts. Et je trouve qu'on pense pas suffisamment à ça. Ouais. Ça va être mon gros bémol. Alors sur l'un des projets d'Apple, l'usage naturel, Laurent nous pose cette question que j'ai déjà affichée, que je vous remets. Capter les satellites à travers un bâtiment ou une maison, n'aura-t-on pas besoin de relais terrestres? Alors, si je comprends bien, si je comprends bien avec expliquer comment marche Starlink. Hein, toi, tu l'utilises depuis plus longtemps que moi, mais il faut qu'il y ait une antenne qui soit à l'extérieur. Tu ne peux pas, si tu ne mets pas une antenne à l'extérieur qui vise le satellite, il n'y a pas de connexion. Dans un avion, ils mettent une petite antenne au-dessus. Dans un TGV, plus tard, on pourra mettre une antenne au-dessus. Mais si tu es à l'intérieur de la maison, avec un téléphone, et qu'il n'y a pas un relais sur le toit qui pointe vers le satellite, je vois pas comment tu peux faire. Ouais, ben justement, l'usage naturel dont parle Apple, c'est vraiment une liaison directe entre l'iPhone et le satellite. Jusqu'à maintenant, il faut effectivement être en extérieur, viser le ciel, et on a, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais on est aidé par l'application qui permet de se diriger, et il faut créer cette connexion directe pour pouvoir établir une liaison. L'idée avec l'usage naturel, c'est que ça marche sans qu'on ait besoin de se poser la question. Donc, y compris, j'imagine, à l'intérieur d'une maison. Voilà. Alors, ce qui se passait avant, pour répondre en partie à ça, c'est que on recevait les données par satellite, mais quand on écrivait par exemple une adresse web ou quand on faisait une réponse, ça passait par une liaison terrestre qui centralisait l'envoi sur le satellite. C'est-à-dire qu'en fait, recevoir c'est facile, c'est comme quand on reçoit la radio ou la télé, il suffit d'arroser un territoire largement, mais quand on veut communiquer avec le satellite, c'est vraiment le upload qui compte. Là, jusqu'à maintenant, en tout cas Starlink actuel, demande un pointage vers le satellite. Je ne sais pas les tests qu'ils ont fait avec T-Mobile et avec des téléphones. Comment ils font? Est-ce que les téléphones sont à l'extérieur ou est-ce qu'ils ont une bande passante qui leur permet d'envoyer un signal qui est capté par le satellite quand même? Et quelle puissance cela demande, hein, parce que le satellite, il est quand même haut et un téléphone, il envoie un signal qui est quand même pas super puissant. Ou alors, si on commence à augmenter la puissance des signaux qu'on émet, la pollution potentielle de ces téléphones satellitaires, entre guillemets, risque un tout petit peu d'inquiéter certaines personnes qui se plaignent de la pollution des ondes. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est le DAC, là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, technologiquement, c'est pas demain. Technologiquement, c'est assez étonnant, mais apparemment, on y va assez vite, hein, puisque les premiers iPhones compatibles, ce serait donc pour dans un an, donc ça pourrait aller assez vite. Quelques news de la semaine, c'est le JT de la semaine, et pas mal de rumeurs parce que, par exemple, le HomePod Mini 2 est peut-être imminent. Je suis sur le site Apple, c'est non. Non, mais c'est ils vont faire comme la dernière fois, ils vont attendre qu'on ait fini l'émission et l'annoncer après. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. On a peut-être droit à une annonce là, effectivement, en fin de journée ce mardi 11 ou demain, mercredi 12. Moi, je dis qu'on quitte pas l'antenne tant qu'ils n'ont pas annoncé. Bon, alors c'est pas pour te faire du mal, Ellie, mais on parle des HomePod et donc on parle aussi de l'Apple TV. Oui. Non. Non. Alors moi j'espère beaucoup que déjà j'aime bien ça l'Apple TV comme on sait, mais en plus moi celle que j'ai dans mon salon vient de lâcher il y a 2 semaines et donc en ce moment je souffre beaucoup, je mets des guillemets, mais je passe par la télé connectée en direct. Je ne veux pas faire ça, j'ai peur en plus de mettre une télé sur mon réseau, j'aime pas ça du tout. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, un boîtier Apple TV qui plante, c'est-à-dire il s'est mis à redémarrer tout le temps.
Je me suis dit que c'était peut-être Apple tvOS 26 et machin, sauf que j'arrivais même plus à faire de mise à jour jusqu'à ce que je tombe sur... Il y a un process de restauration, il faudrait que tu... Oui, mais j'ai regardé, sauf que le process de restauration, il faut avoir une prise USB qu'il n'y a plus. C'est vrai. Voilà. Et là, je tombe sur... Et là, je sais pas quoi faire. Quand je la rebranche, au bout de 4, 5, 6 fois où ça redémarre et sans pouvoir faire la mise à jour, il y a un écran qui s'affiche en disant passez en mode restauration, cliquez ici. Sauf que ta télécommande, elle marche plus. Donc tu peux pas cliquer sur le bouton. Et ton iPhone qui te servait de télécommande est pas reconnu non plus. Donc en fait, c'est mort. Bah en tout cas, je sais pas faire là. Je crois qu'il y a une solution technique. Laissez-moi demander à mes techniciens préférés et on en reparle peut-être dans un retour sûr. Mais je pense qu'il y a une façon de faire quand l'Apple TV est briqué, peut-être en passant par un logiciel de SAV Apple. Donc je ne dis peut-être pas que ce soit à la portée de tous, mais normalement il y a une façon de faire. Bon, on reviendra dessus. Bonne chance Fabrice. En tout cas, pourquoi je parle du HomePod Mini 2 ? Parce que notamment chez B&H, qui est un gros revendeur américain, une sorte de Fnac aux États-Unis, le HomePod Mini, je me suis trompé, c'est bien le HomePod Mini, est marqué comme plus disponible. Et je suis sur la page là, effectivement, il est marqué comme no longer available. Donc, ça pourrait signifier que son remplaçant est en train d'arriver. Voilà, on va suivre évidemment. Puisqu'on parle du HomePod Mini, j'ai envie de vous poser la question du HomePod 3. Allô ? Le quoi ? On parle plus que du HomePod Mini, le HomePod tout court. Ça fait 2 ans et demi, le HomePod 2 déjà. Oui, mais est-ce qu'ils se sont réellement beaucoup vendus, les HomePod 2 ? Alors, plus ou moins que l'iPhone Apple Air. n'a pas publié de chiffres. Alors, je pense que moins quand même, justement. Moins sans doute. En plus, les HomePod tout court ont eu quand même beaucoup de problèmes de fiabilité. Il y a un réparateur, donc il y a des réparateurs de HomePod qui font ça. Et on peut trouver, aller chercher sur YouTube HomePod Fixing, HomePod Repairing, et il y a un type qui stream toutes les réparations de HomePod qu'il fait. C'est absolument fascinant parce que ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est vachement difficile à ouvrir, etc. Et il fait ça à la chaîne parce qu'il en a plein, parce que tous les HomePod tombent en panne. J'exagère à peine. Et en fait, c'est comme certaines télé Samsung il y a quelque temps. Ton téléviseur mettait de plus en plus de temps à s'allumer jusqu'à ce qu'il s'allume plus du tout. Et c'était juste un condensateur à changer. Ta télé, elle marchait très bien. Mais il fallait l'ouvrir et machin. Et donc, le HomePod, c'est un peu pareil. Il y a un composant qu'il faut changer. Et une fois que tu l'as changé, c'est reparti pour un tour et même pour un tour plus long. Mais la réparation, c'est coton. D'accord. Donc, aller chercher sur YouTube, c'est génial. C'est génial. Bon, en tout cas, voilà, c'est peut-être imminent. Le HomePod avec écran qui se confond avec le hub domotique, je pense. C'est plutôt pour le printemps prochain, quand Apple aura avancé sur Apple Intelligence et sur Siri. Des nouvelles du prochain Mac Mini M5 et du Mac Studio M5 Max, M5 Ultra. C'est Mark Gurman qui en parle, donc ça veut dire que c'est plutôt bon signe pour qu'ils arrivent. Et à la question quand, la réponse est au milieu de l'an prochain. Alors le milieu avant l'été ou après l'été ? Non, avant l'été. Avant l'été. Printemps. Avant l'été. Ah, c'est pas le milieu, ça. Avant la WWDC. C'est ça, d'accord. Bon, tu dirais quoi, mai ? Parce que mai, c'est très proche de la WDC. Mai, juin. Ouais, juin, quoi. Donc, mais c'est pas un produit de la DubDub non plus. Ah, le Mac Studio, si. Ça pourrait. Oui, ça a déjà été annoncé. Effectivement. En tout cas, il est question d'un Mac Studio M5 Max et M5 Ultra et d'un Mac Mini M5 et M5 Pro. Même si le Mac Mini M4 a été annoncé il y a un an, donc il y aurait bien un renouvellement
pour le Mac Mini dès le courant de l'année prochaine. Mais tu ne parles pas du Mac Pro, du coup. Oui, voilà. Personne ne parle du Mac Pro. Voilà. C'est comme l'Apple TV, on n'en parle plus. Si. Alors, il y en a un qui parle encore du Mac Pro, c'est un podcasteur qui s'appelle John Siracusa. Ouais. Oui. Dans le podcast ATP, qui lui utilise toujours justement un Mac Pro Intel. Wow, moi j'en ai un aussi. Voilà, il veut faire ça et il se désespère. Ah. Ils font même un t-shirt où il y a marqué Believe dessus parce qu'il avec courage. Hein. Ouais. Ah oui, exactement. Vous croyez encore il y aura un autre Mac Pro pour vous? Non. Bah non. Non. Ils en ont vendu non, deux. Ça, honnêtement, non. Parce que en plus, et le dernier Mac Pro qui est vendu comme une machine qu'on peut upgrader, etc. On peut quand même pas mettre grand chose dedans. Il y a pas grand chose de compatible dedans. On peut pas mettre de carte graphique que je sache. Enfin, donc si c'est juste pour mettre des disques durs, autant avoir des disques durs à côté, quoi. C'est pas. Ouais. Surtout en Thunderbolt 4 ou 5. Enfin, c'est. Il y a vraiment plus besoin. Je crois pas. Bon, on va dire un mot du Dynamic Island. Oui. Cette petite ouverture qui a remplacé le Lancoche, n'est-ce pas? Oui. Que certains espéraient voir disparaître dès cette année et maintenant dès l'année prochaine, mais en fait, ce serait plutôt pour 2018. 2000, pardon. Back to the Future. Ah oui. Exactement. Pour 2027. Et d'où te vient le 18? C'est même pas 2028. Je sais pas, je me croyais en 2015, je crois, c'est ça. J'ai une sorte de nostalgie. Non, mais même pas. Non, j'ai bien dit 2027. Ça veut dire pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Donc, on parle de... Pour une raison simple. Oui, dis-moi. C'est parce que ça arrive avec l'iPhone 20, l'iPhone du 20e anniversaire. Ouais. Et que c'est une exclusivité et ça sera la première présentation. Et que c'est trop important pour qu'ils le sortent avant. Bon, en même temps, ça existe sur plein de téléphones Android. Hein. Oui, mais il faut bien qu'ils justifient quelque chose pour cet iPhone. Non, mais et puis c'est très mauvais. C'est-à-dire que les caméras selfie, donc ce dont on parle, c'est des caméras selfie qui sont en fait cachées sous l'écran et qui doivent donc traverser l'écran d'une manière ou d'une autre pour pouvoir prendre une photo. Et il y a rien à faire. Les photos sont, je force le trait, mais c'est flou, quoi. C'est flou. Moi, ce qui me tue finalement quand même là-dedans, c'est que on se donne beaucoup de mal pour faire c'est mon avis en tout cas, pour faire du design. C'est-à-dire, on veut des écrans bord à bord et donc il faut qu'on trouve des moyens pour que ce soit bord à bord, mais qu'on a quand même besoin d'une caméra devant. Alors soit on la met sous l'écran, soit on fait des trous. Et moi, je ne m'habitue pas à l'encoche, je ne m'habitue pas à la Dynamic Island. Ça me gêne pas du tout, moi. Alors, j'allais dire, bon, vous me connaissez, je force le trait. Je déclare menteur à tous ceux qui disent qu'ils s'en aperçoivent pas, parce que je trouve, en termes de design, je trouve que c'est une hérésie de design, en fait. Parce que ça te prend de la place sur un écran qui est donc pas bord à bord. Sur les iPhones, t'as comme une sorte de barre de menu avec tes icônes, etc. T'as donc pas suffisamment de place pour afficher toutes les icônes. Il y a des belles animations, on dit regardez c'est formidable comme innovation. Non, pour moi c'est juste du masquage pour faire joli sur un trou qu'on peut pas enlever. Alors qu'ici on sait faire des beaux écrans, on laisse un petit truc au-dessus, une petite barre au-dessus avec tous les capteurs et les machins, et c'est très bien. Pour moi c'est vraiment de la forme plutôt que de la fonction, et je trouve qu'on fait beaucoup d'efforts pour rien. Ouais. Justement, en parlant du Dynamic Island, puisque c'était le sujet initial et non pas le fait de cacher la caméra, j'ai vu des petites animations de ce que serait cette interface, et c'est assez intéressant parce que le Dynamic Island, en fait, surgirait au bon moment pour afficher une live action, pour donc afficher un résultat sportif, pour j'en sais rien, une fonction particulière où il y a besoin d'une action utilisateur, et disparaîtrait ensuite. Et ce
zoom in, zoom out est assez joli dans les mock-ups que j'ai vus. Je ne sais pas si Apple le fera comme ça ou probablement mieux, hein, puisqu'il y a des tas de gens qui essayent de l'imaginer dès aujourd'hui. Et connaissant Apple, ils regardent certainement, mais ils ont leur propre idée. Mais moi, je trouve ça pas mal parce que c'est une sorte de fenêtre qui surgit à l'endroit où on a l'habitude qu'elle surgisse pour nous donner une information et disparaître ensuite pour nous redonner le fond d'écran ou ce qu'on était en train de faire. Donc moi, je trouve ça pas mal. Bon, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai parlé de 2027 et de l'iPhone 20. Et je suis sûr que certains d'entre vous se disent, mais non, parce que là on est en 2025, on est à l'iPhone 17, donc 2026 iPhone 18, 2027 iPhone 19. Hein, non. Mais non, parce qu'il n'y a pas eu d'iPhone 9 comme déjà. Pour l'iPhone 9. Voilà, si vous étiez avec nous, repetita. Voilà, si vous étiez avec nous quand Mark Gurman était là à la fin du mois d'août, vous vous souvenez qu'il nous avait bien dit qu'il n'y aurait pas d'iPhone 19 et qu'Apple passerait directement à l'iPhone 20 en 2027 pour les 20 ans de l'iPhone. Voilà, d'où l'iPhone 20 en 2027. Voilà, c'est dit. Allez, une dernière rumeur, elle concerne les AirPods Pro 4. Ah, pas les Max? Non, non, les Pro 4 sont beaucoup plus intéressants, d'autant qu'ils risquent de ne pas s'appeler Pro 4. Ah oui, mais Pro 3 quelque chose. De la même manière qu'on a des AirPods 4 avec ANC ou juste AirPods 4, on aurait l'année prochaine des AirPods Pro 3, peut-être caméra. Le retour de la version S. Peut-être caméra, tu vois, ou je ne sais pas comment il s'appellerait, mais voilà. Il serait plus cher. Bizarre. Que les modèles, que les Pro 3 actuels. Hein. Donc on serait peut-être à $300, voire un peu plus. Parce qu'il serait donc équipé de ces fameuses caméras qui auront un intérêt pour Apple Intelligence, peut-être pour un futur Vision quelque chose, peut-être pour les premières lunettes Apple de réalité augmentée ou mixte. Voilà. Et je me dis que si ces AirPods Pro avec caméra sortent à la fin de l'année prochaine, c'est bien qu'ils vont servir à quelque chose. Forcément. Et ça, c'est intéressant. Oui, donc on pense aux lunettes, mais j'ose espérer que les lunettes n'auront pas obligatoirement besoin des AirPods pour être manipulées, pour être maniées. Parce que c'est un peu le problème, par exemple, des Meta Ray-Ban avec affichage, c'est qu'il y a ce fameux bracelet display, neural là, absolument, qui a besoin d'être chargé aussi. Donc du coup, tu te retrouves avec 2 appareils à charger en plus. Donc là, si tu as l'habitude d'avoir des AirPods, c'est, on va dire, un appareil et demi à charger en plus, mais si tu peux pas utiliser toutes les fonctions des lunettes sans les AirPods, je trouverais ça un petit peu dommage. Donc, et puis l'autre problème, c'est que le temps de t'équiper, là, tu veux t'en servir, tu mets un AirPod, tu mets un deuxième AirPod, tu mets tes lunettes. C'est comme quand tu vas au ski, quoi. Ou alors tu les portes en permanence. Tu mets tes chaussettes, tu mets tes chaussures, tu mets tes skis. Exactement. Non, mais voilà, tu les portes en permanence et enfin, il y a un moment, porter des trucs sur soi, c'est bien, mais quand même, c'est on commence à multiplier les trucs qu'on a sur soi et dans sa poche et sur le nez et au poignet ou dans les oreilles qu'il faudrait porter de plus en plus souvent. Et c'est pas forcément viable quand même au quotidien, je crois pas. Bon, non mais tu fais la fine bouche, Fabrice, mais l'idée quand même de déporter dans les AirPods les caméras qui n'auront pas besoin d'être sur les lunettes pour éventuellement capter les mouvements des mains, etc., c'est quand même une bonne idée. Ah bah c'est à ça que je pense depuis le début pour ces caméras, parce que elles seront évidemment pointées vers le bas. Je vois pas trop comment. Bah oui. Même c'est pas, enfin c'est des caméras, c'est en gros c'est des détecteurs comme on parle des caméras dans le Vision Pro qui sont des détecteurs quoi. En gros ils sont pas là pour filmer, voilà. Donc oui bien sûr. Non mais en termes de techno, on voit bien que la recherche elle est là. Bien sûr. Mais si c'est ou est-ce que ce serait lié à autre chose? Peut-être pas forcément. On peut imaginer que c'est pas forcément pour les lunettes ou que pour les lunettes. Pourquoi pas? Ça peut peut-être faire d'autres choses que je n'imagine pas.
Bah voilà, on verra ça. Tu vas nous tester ça. Hein, t'aimes bien les AirPods. Ah bah oui. T'as encore quelques mois pour perdre un de tes AirPods pour te donner une excuse pour en racheter. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va souhaiter un bon anniversaire à l'iPod original qui a eu 24 ans hier, n'est-ce pas? Oui. Sorti le 10 novembre 2001. Et Gilles. Et qu'a fait Apple pour fêter ça? Une chaussette. Et ils ont fait une chaussette. C'est quand même génial, non? C'est vrai. À quel prix la chaussette, Ah, ça coûte 250 balles la chaussette. C'est pas pour iPod, hein? Non, c'est pour iPhone. C'est pour iPhone. Alors il faut recontextualiser pour les plus jeunes de nos auditeurs, mais c'est marrant parce que j'en parlais avec ma fille hier de l'iPod SoC. Donc il y a eu un moment, ça j'ai pas recherché la date, mais et elle coûtait combien? Elle coûtait pas 150 balles. Hein. Non. Donc il y a eu un moment, Apple a sorti une sacoche pour l'iPod en fait. C'était pour protéger l'iPod et ils ont vraiment appelé ça la chaussette pour iPod, des iPod SoC. Et donc c'était pas forcément en laine, mais enfin c'était tissé un peu comme tricoté quoi. $29. Voilà, $29. Et donc allez chercher sur internet l'iPod SoC. Ça m'avait déjà fait rire à l'époque. Mais alors, là, ils ont sorti donc un truc qui s'appelle... comment ça s'appelle? L'iPhone Pocket. L'iPhone Pocket, et qui a en fait une sorte de... comme une grande écharpe avec une poche dedans pour mettre l'iPhone. Il y a deux tailles, petit et grand. Fait avec Issa Miyake, un styliste japonais. C'est fait j'arrive même pas à ça me fait trop rire. C'est du tricotage 3D, il y a marqué. Oui. Non, mais moi, j'attends de voir le premier qui va porter ça dans la rue. Non. Alors, il faut aussi aller voir ça. Enfin, c'est ridicule. Et donc, ça peut coûter jusqu'à 250 balles. Oui, parce que t'as un modèle court et un modèle long. Eh oui, exactement. Et alors voilà, pour transporter son iPhone en bandoulière. Et en cas de danger, tu peux t'en servir comme dans une fronde, tu tires et tu balances l'iPhone à la tronche de quelqu'un. Voilà, tu fais comme ça. C'est ça. Tu tourné, mais enfin, là, on touche au sublime, comme dit l'autre. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, ils ont fait un produit hyper select parce que il sort pas partout. Alors, il sera disponible à partir du 14, donc de vendredi, sur l'Apple Store, notamment en France, mais on fait partie des quelques pays du monde qui l'auront, et dans une demi-douzaine d'Apple Store dans le monde en tout, dont un seul en France, c'est celui du marché Saint-Germain à Paris. Voilà. Eh ben. Pourquoi? Il va y avoir la queue, hein, je vous le dis. Ouais. Alors, je peux pas partager mon écran, malheureusement, je l'ai pas fait avant et mon navigateur est pas préparé. Mais allez voir les images, c'est vraiment, c'est à mourir de rire, quoi. Ouais. C'est à mourir de rire. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Ça a failli être mon carton de la semaine, mais je me suis dit de toute façon, on en parlerait, donc. Oui, ça, on pouvait pas rater ça. Bon, bah, ça tombe bien, puisque c'est l'heure de nos coups de cœur et de nos cartons. Élie, je crois que tu as un petit carton? Oh, ben, écoute, oui, mais c'est récurrent. C'est les dernières informations, pardon, venant de l'Europe. Il n'y a pas une semaine, ceux qui nous en sortent une. Donc, ils ont encore bloqué des fonctionnalités, problèmes avec le DMA ou le DSA. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Dis-nous. Pardon? Dernièrement, là, il devait, là, c'est pas pour Apple directement, mais il était question que fin septembre, le système de conduite autonome supervisé de Tesla soit validé en Europe, et ils ont trouvé le moyen de repousser ça encore à 2026 sans aucune explication qui tienne la route. Mais ce qui est assez marrant, c'est que en même temps qu'ils ont repoussé
Pour l'instant, il n'y a pas de date d'ailleurs. L'approbation de ce système qui tourne aux États-Unis depuis des années et qui nous fait envie, on s'est rendu compte que il l'avait approuvé pour un modèle de BMW, tant mieux pour eux. Sauf que le directeur de cette commission d'approbation à l'Europe est un haut dirigeant de BMW, donc qui cumule la double casquette d'être de travailler chez BMW et d'approuver les projets de conduite autonome. Donc c'est une sorte de conflit d'intérêts qui est tellement incroyable que j'ose à peine le croire, mais bon voilà quoi. C'était la mauvaise nouvelle de la semaine, ça m'a bien énervé. D'ailleurs, j'ai suivi l'assemblée des actionnaires de Tesla il y a quelques jours et Musk a demandé à ses clients en Europe de faire pression pour que les choses bougent. Est-ce que tu sais le nombre de retweets que je fais pour approuver le FSD en Europe? J'en fais plusieurs dizaines par jour. J'imagine. En tout cas, il a aussi dit que le FSD arrivait en Chine, je crois en mars, si je ne me trompe pas. Oui. En tout cas, qu'il espérait une approbation en Chine courant mars. Et il a aussi dit que aux États-Unis, d'ici 1 à 2 mois, il serait possible d'envoyer des textos tout en conduisant. Oui. Fonction qui est désactivée à l'heure actuelle là-bas. Mais en fait, ils ont profité pour publier les statistiques depuis le début. Et c'est vrai que le système a beaucoup évolué, s'est beaucoup amélioré. Mais dans le stade actuel, ils ont l'équivalent de 100 années de conduite en stats avec le nombre d'incidents et la fiabilité du système. Et aujourd'hui, ils considèrent que, au minimum, le système conduit 7 fois mieux que le meilleur conducteur humain qu'ils aient pu tester. 7 fois mieux. Donc, ils disent que ça évite, et on a des tas de vidéos qui le prouvent, des milliers d'accidents et de morts par an. Donc, le fait de l'utiliser, alors tout le monde ne conduit pas en autonome, mais en sachant qu'on nous met des radars juste pour nous mettre des PV en disant la sécurité, si on allait moins vite, si on évitait des accidents, si on faisait pas ci, si on faisait pas ça, c'est tellement important la vie humaine. Très bien. Là, il y a un système qui diminue et statistiquement prouvé et avec les chiffres à l'appui, ça évite des morts, que ce soit la faute du conducteur ou la faute du conducteur en face, parce que ça évite des gens qui viennent tout droit vers vous. La voiture est capable de faire des choses qui sont incroyables. Et on nous dit non parce que en fait on sait pas pourquoi. C'est parce que typiquement on attend qu'il y ait l'équivalent européen, sauf qu'ils ont une telle avance que l'équivalent européen n'arrivera pas avant 10 ans. Donc en attendant, ça me met en rage parce que c'est vrai que ça éviterait des accidents, ça éviterait des morts. Et le système est prêt, donc ils ont fait des démonstrations en passant place de l'Étoile en full autonome. Oui. Alors par prudence, il y avait quand même un mec siège arrière qui était prêt à intervenir en cas de danger, mais ils l'ont fait 2 fois. Ils ont fait des tests à Londres, ils ont fait des tests en Hollande. Donc le système marche assez bien. Et bien attention, c'est supervisé, c'est-à-dire que obligatoirement vous devez avoir les mains posé sur le volant ou à côté du volant parce qu'il y a une caméra intérieure dans les voitures. Donc, vous ne pouvez pas dormir à l'arrière. Ça, c'est faux aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent le unsupervised et ça arrivera dans quelques années. Là, vous êtes obligé d'être à votre place derrière le volant. Ouais, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il précisait qu'il permettrait d'ici 1 ou 2 mois de envoyer des textos en conduisant parce que justement les caméras vérifient qu'on a bien il vérifie qu'on a le regard devant et les mains sur le volant, enfin, ou juste en dessous. Qu'on n'est pas en train de tenir son téléphone, quoi. Absolument. Mais là, la voiture, elle vous permet pas de tricher. Il y a des tas de gens qui avant trichaient parce qu'il n'y avait pas de caméra à l'intérieur. Maintenant, c'est impossible. Donc, dès que vous détournez le regard, dès que vous n'avez pas les mains comme il faut, vous avez une alerte sur l'écran de la voiture qui vous dit, bon, on arrête de jouer là. Sinon, le système s'arrête. Et en plus, vous êtes pénalisé pendant, la première fois, c'est 1 semaine, après, c'est 1 mois, et après, c'est 6 mois. C'est-à-dire que jouez à ça, après, le système est désactivé. Donc, vous pouvez plus. Ok, merci Ali pour ce carton jaune, on va dire. Merci beaucoup. Fabrice, je me tourne vers toi. Je crois que c'est plutôt un coup de cœur.
Oui, certains se connaissent peut-être, ça rappelle de la suite Affinity, enfin des logiciels Affinity qui sont des concurrents de ce que propose Adobe, donc Photoshop, Illustrator et InDesign. Et la maison mère d'Affinity en fait a été rachetée par il y a un an et quelques par Canva, qu'on connaît bien, hein, Canva.com, qui est une suite d'outils en ligne pour faire du design et gratuit ou payant. Il y a des plans payants, etc. Et ils viennent de ressortir, du coup, ils ont pris un petit peu leur temps, mais toute la suite Affinity réunie dans un seul logiciel à télécharger en une seule fois, qui fait tout en même temps. J'ai pas encore testé, mais rien que l'annonce je trouve que ça chambarde tout quand même. Je trouve ça intéressant, comme coup de pied dans la fourmilière d'Adobe, c'est-à-dire que on télécharge un truc qui fait du Photoshop, qui est d'ailleurs capable d'ouvrir les fichiers PSD de Photoshop, du Illustrator et du InDesign, et donc de la mise en page, et c'est gratuit. Voilà, il suffit d'avoir un compte chez Canva, pas forcément un compte payant, il suffit d'avoir un compte chez Canva. Après, Canva va essayer de vous vendre, par exemple, des outils d'IA pour vous aider à faire du design avec de l'IA, comme le propose Adobe d'ailleurs. Hein. Ils vendent aussi des points d'IA et des choses comme ça. Mais voilà, mais on peut utiliser des logiciels vraiment ultra puissant. Faut que j'en parle à des camarades designers pour voir ce qu'ils en pensent, mais moi je vais aller voir un de mes clients qui fait du design pour leur dire, dis donc, on paye 4 licences de Adobe Creative Suite, ça coûte assez cher, et si on en passait une pour voir justement avec Affinity pour voir ce que ça fait, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont penser comme moi et qui se disent peut-être qu'on peut se passer d'Adobe, et ça peut faire très très mal, quoi. Je trouve que c'est un coup de maître de la part de Canva d'avoir fait ça, parce que ça fait vraiment réfléchir. Donc Affinity via Canva, ton coup de cœur, Fabrice, cette semaine. Moi j'ai un coup de cœur quand même pour Apple et pour on va dire les nouveaux films immersifs qui sortent pour le Vision Pro. Alors je l'ai pas testé parce qu'il a été annoncé il y a quelques minutes. Elie, j'imagine que tu vas te précipiter dès qu'on aura fini. C'est un nouveau film immersif, donc à avoir uniquement dans le Vision Pro. Il faut en avoir un, c'est pas mon cas, mais je t'envie, Elie. Il s'appelle Flight Ready et pendant 14 minutes, vous êtes à bord du porte-avions américain, l'USS Nimitz, et vous décollez à bord d'un F-18 sur le ponton du Nimitz. Ça doit être un truc de fou. Voilà, 14 minutes. Apparemment, il faut quasiment je vous en parle dès la attacher semaine prochaine. sa ceinture, même si on n'en a pas, parce que ça décoiffe et ça a l'air assez dingue. Ça me rappelle d'ailleurs le tout premier qui avait été un film Submerge, qui se passait dans un sous-marin, alors qui était déjà assez impressionnant parce que on avait bien ce sentiment de claustrophobie du sous-marin avec un missile, enfin une torpille. Une torpille, voilà, qui fait un énorme trou dans le sous-marin, l'eau s'engouffre, etc. Enfin, le niveau de l'eau monte, c'est très impressionnant. Mais là, j'avoue que le film et le décollage à bord d'un F-18, moi, ça me tente bien. Tu nous raconteras, Elie ? On en reparle la semaine prochaine. En attendant le défilé du 14 juillet qu'on est censé voir en immersif un jour. Hein. Alors, il n'est pas encore dispo. Je sais. Il est visible uniquement si on vient à Paris. En face de l'Élysée, il y a une sorte de boutique café avec des Vision Pro où on peut le voir gratuitement si on y va. Et pour l'instant, il n'est pas dispo sur les plateformes. Je crois que c'est prévu. Enfin, c'est en discussion, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Bientôt, j'espère. Hein, ce 14 juillet, avec le président de la République. Le film le plus impressionnant en immersif que j'ai vu pour l'instant, c'était un des premiers qui est sorti. C'est en fait l'écran se noircit et on découvre une fille qui est en train de marcher sur un fil. Ouais. Et celui-là, il est très très impressionnant. Ah ouais, parce qu'on s'y attend pas la première fois. Après, on s'y fait, mais... Parce que le film, il est tendu... spoiler et divulgachage. On n'a pas donné le nom du film. Là, on est en haut d'un massif montagneux avec 600 ou 800 mètres d'à pic.
sous le fil. C'est vrai que c'est très 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 impressionnant. En fait, Apple le montre dans les démos Vision Pro dans les boutiques. Bah oui, ils ont bien raison. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce 254e épisode d'iWeek, la semaine Apple. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, on sera le 18 novembre. Merci à vous tous dans le chat. Vous étiez relativement calme ce soir, j'ai trouvé, mais merci d'avoir quand même ponctué cette émission de vos messages et de vos réactions. Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Salut aussi à vous les camarades d'iWeek, Elia Bitbol et Fabrice Neumann. Fabrice, je rappelle qu'on te retrouve sur ton site. Oui, sur mon blog où j'écris de temps en temps, fabriceneumann.fr. Voilà. Et sur comment ça marche, évidemment. Et Elie, toi, on ne te présente plus. Toi qui as été le président des Apple Premium Resellers en France et le patron des magasins ex-MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Merci encore à tous de votre présence et de votre fidélité. Merci au soutien Patreon. Dans un instant, pour vous, le bonus. On va parler de la charge des smartphones. Alors, est-ce qu'on sait enfin ce qui est bon ou pas pour les batteries de nos téléphones? On va en discuter tout de suite. À la semaine prochaine. Ciao à tous. Bye bye. Salut.